On se demande toujours ce qu'on doit manger. Mais si la vraie question c'était plutôt « quand est-ce qu'on mange ?» C'est toute la promesse d'une tendance dont on entend parler partout, le jeûne intermittent. Aujourd'hui, on décortique ensemble la science qui se cache derrière tout ça. Voilà, c'est exactement ça, l'idée de base du jeûne intermittent. Le concept, en fait, il est assez simple. On déplace notre attention. On arrête de se focaliser sur le comptage des calories pour s'intéresser au timing de nos repas. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va définir clairement ce que c'est. Ensuite, on va plonger au cœur de nos cellules pour comprendre comment ça fonctionne. On explorera aussi les bienfaits potentiels sur la santé. On regardera le débat sur le meilleur moment de la journée pour manger. Et, point super important, on parlera de sécurité. Allez, on commence par les bases. Ok, première chose, mettons-nous d'accord sur ce que c'est vraiment, au-delà de tout le buzz et tout ce qu'on peut lire un peu partout. En fait, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime au sens classique du terme. On ne vous dit pas quoi manger, mais plutôt quand le manger. C'est plus un emploi du temps pour vos repas. Le principe, c'est d'alterner des périodes où l'on mange et des périodes où, volontairement, on ne mange pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de l'appliquer. C'est assez flexible. La méthode la plus populaire, c'est de loin le 16-8. Ça veut dire 16 heures de jeûne et une fenêtre de 8 heures pendant laquelle on prend ses repas. En pratique, ça revient souvent à sauter le petit déjeuner ou le dîner. Bon, d'accord, mais la grande question, c'est comment ça marche ? Comment est-ce que le simple fait de changer ses horaires de repas peut avoir des effets aussi puissants sur notre corps ? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Eh bien, quand on arrête de lui fournir de la nourriture pendant un certain temps, notre corps appuie sur une sorte d'interrupteur métabolique. Il se met en mode grand nettoyage de printemps, mais à l'échelle de nos cellules. Ce processus porte un nom un peu scientifique, l'autophagie. Littéralement, du grec, ça veut dire se manger soi-même. Ça peut faire un peu peur dit comme ça, mais c'est une excellente chose. Imaginez ça comme le service de recyclage interne de nos cellules. Le corps fait le tri, il élimine les vieux composants abîmés pour faire de la place à du neuf. Donc pour faire simple, le jeûne, c'est le déclencheur. C'est lui qui envoie le signal à cette super équipe de nettoyage interne. Ok, c'est le moment de se mettre au travail. Très bien, ce grand ménage cellulaire, c'est bien beau, mais concrètement, quels sont les résultats ? À quoi peut-on s'attendre ? La recherche commence à pointer du doigt plusieurs bienfaits potentiels assez intéressants. Et on voit que la liste est assez variée. Ça peut aller de la gestion du poids, notamment la graisse abdominale, à une meilleure régulation du sucre dans le sang, en passant par une réduction de l'inflammation ou une amélioration de certains marqueurs de la santé cardiaque. D'ailleurs, concernant la perte de poids, il y a une nuance intéressante. Les études montrent que souvent, ce n'est pas magique. En réduisant la fenêtre de temps pour manger, beaucoup de gens finissent par consommer mécaniquement un peu moins de calories dans leur journée, sans même s'en rendre compte. On arrive maintenant à une question très pratique. Si on se lance dans la méthode 16-8, quelle est la meilleure fenêtre de 8 heures ? Est-ce qu'il vaut mieux manger tôt et sauter le dîner, ou plutôt sauter le petit déjeuner et manger plus tard ? La réponse se trouve du côté de la chrononutrition. En gros, c'est la science qui étudie comment synchroniser nos repas avec notre horloge biologique interne. Et ce que cette science nous dit, c'est que notre corps est programmé pour être bien plus efficace pour gérer les aliments le matin. On se retrouve donc face à un compromis. D'un côté, la science semble dire qu'une fenêtre matinale est métaboliquement supérieure, mais de l'autre, soyons réalistes, une fenêtre plus tardive est souvent beaucoup plus simple à intégrer dans une vie sociale et familiale normale, et donc plus facile à tenir sur la durée. Et à ce propos, tordons le cou à une idée reçue. Le fameux « le petit déjeuner » est le repas le plus important de la journée. Des études, comme celle de l'Institut de cardiologie de Montréal, suggèrent que le problème n'est pas tant de sauter le repas en lui-même, mais que c'est souvent le marqueur d'un style de vie globalement moins sain. Bon, on a vu la théorie, les bienfaits, mais maintenant, stop. On doit absolument parler de sécurité. Parce qu'avant de se lancer, il est crucial de comprendre que ce n'est pas pour tout le monde et qu'il y a des pièges. Le piège numéro 1, c'est de croire que le jeûne est un passe-droit pour manger n'importe quoi. Si pendant votre fenêtre de repas, vous ne mangez que des aliments ultra transformés, ça perd tout son intérêt. La qualité de l'alimentation reste la priorité absolue. Et bien sûr, il faut veiller à manger suffisamment et à bien s'hydrater. Et soyons très clairs là-dessus, ce n'est absolument pas une approche universelle. Pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, ou les personnes qui ont certaines maladies ou un historique de troubles alimentaires, c'est même déconseillé. Ce qui nous amène à la règle d'or, le conseil le plus important de tous, celui qui est martelé par toutes les sources crédibles. Si cette approche vous intéresse, la toute première étape, c'est d'en parler à son médecin. C'est non négociable. Pour conclure, est-ce qu'un simple changement d'horaire dans nos repas pourrait être une clé pour améliorer notre santé ? La recherche est encore en pleine évolution. Mais tout ça a le mérite de nous poser une question intéressante. Et si, au-delà de ce qu'il y a dans notre assiette, il était aussi temps de devenir plus conscient du moment où l'on mange ?